Bien, bonjour Marc-Gabriel, sans tarder. Comment ça va bien aujourd'hui? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bah, très bien, et je vous ai entendu, vous êtes très en forme. On pourra vendredi matin être aussi tonique, je trouve ça, faut le saluer. Merci, oui, oui, j'ai senti là l'énergie Trumpiste qui m'a été communiquée, qui nous est communiquée chez GPTV, justement. Il faut que tu en profites aussi, Marc-Gabriel. On tutoie tout le monde hein, aujourd'hui. Hein, Macron tutoie Trump, allez, on se tutoie tous. Et donc, Frank Pengam qui nous a amené cette énergie de Mar-a-Lago. Donc, évidemment, on est super en forme. Et puis, ça a mis en forme aussi, je sais pas, tu as vu hier Xavier Poussard chez Mike Borowski? J'ai écouté, oui, oui, un petit peu, oui, c'était bien. C'était propre, net et propre. Voilà, net, propre et précis, comme on dit, tout à fait. Marc-Gabriel, je crois que tu voulais débuter, bien, tu es le permanent, je l'ai annoncé, du vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Tu clôt la semaine, la matinale, qui est j'espère que tu le prends à ce juste titre comme un honneur. En tout cas, on t'écoute toujours très attentivement le vendredi. Tu es de ces nouvelles générations qui regardent les choses avec un nouveau regard et j'ai appris, j'ai découvert des personnalités comme la tienne, il y en a d'autres, Lucien Cerise, Plaquevent, Indy et j'en passe, vous m'avez fait voir les choses sous un regard moins classique. Et ça, je vous en remercie les uns les autres depuis que je suis sur GPTV. Hein, c'est bien gentil de recevoir des compliments, mais il faut savoir aussi en donner et en rendre, mon cher Marc Gabriel. Je crois Merci. que tu voulais débuter sur la relation entre autres Trump et Zelensky, enfin les actuelles négociations. Oui, oui, tout à fait. Bah, merci tout d'abord Nicolas. Je trouve on vit des moments assez sympathiques et assez drôles. Alors, vous l'avez très bien dit, Nicolas. Vous allez poser la question à Sylvain Ferreira pour savoir si la Russie a gagné la guerre. Je pense qu'en Europe, on peut dire la Russie a gagné la guerre, comme l'Europe c'est la paix, comme l'économie française a été sauvée par Bruno Le Maire. Si vous voulez, il y a tout un tas de principes alchimiques ou d'inversion de la réalité qui font qu'on peut concéder certaines choses au pouvoir. Que la France est une puissance ou l'Europe est une puissance avec Emmanuel Macron, il y a tout un tas de choses qu'on peut dire pour arrêter les entrées. Depuis les dernières heures, les derniers jours, je vois que vous êtes optimiste et que, en effet, Franck vous a amené cette énergie de Mar-a-Lago. En tout cas, je trouve que ce qui se passe est assez phénoménal. Moi qui était plutôt, qui suis et qui est plutôt réticent, en tout cas mesuré sur le retour de Trump, on voit clairement que là, il est totalement débridé. C'est-à-dire quand il dit de Zelensky que c'est un dictateur sans élection et qu'en gros il a commencé la guerre en Ukraine et où sont passés les 315 milliards qu'on lui a envoyés, je trouve c'est un fait, c'est-à-dire au bout d'un moment, il détruit l'entièreté du narratif qui a été construit depuis février 2022 et on a des élites politiques, alors vous l'avez très bien résumé dans votre chronique, hein, Nicolas, mais on a des élites politiques européennes et nous, notamment françaises, qui sont totalement perdues. C'est-à-dire en réalité, elles ne servent même plus sur quel pied danser. Parce que, comme vous l'avez dit, Macron va être convoqué par le grand suzerain Trump lundi. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Macron? À part lui dire, non mais Donald, c'est pas ton intérêt. Et je veux dire, j'aimerais bien être une petite souris pour voir qu'est-ce qui va être dit. Et ça, c'est intéressant parce je pense quand même qu'on est reparti sur une ère réellement politique. Là où il y avait beaucoup d'hypocrisie et de manigance en sous-main avec l'administration démocrate, avec Trump, il y a beaucoup de choses qui sont dites, au moins dites, c'est-à-dire de dire de manière franche à Zelensky, tu n'as aucune légitimité, tu n'es personne, et presque on va faire la guerre. Parce qu'en fait, c'est aussi avaliser le fait que l'Ukraine est un proxy de l'OTAN. Et en gros, Trump dit de toute manière, Zelensky ou pas, c'est nous qui parlons avec les Russes, puisque l'acteur principal, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors, en plus, c'est réel, c'est un fait. C'est-à-dire, sans les États-Unis, l'Ukraine n'aurait jamais pu entreprendre
sa grande opération de résistance contre le méchant Vladimir Poutine. Et je pense que c'est très intéressant, alors surtout d'un point de vue européen. The Economist a titré le pire cauchemar de l'Europe en montrant une image d'une grande table de négociation avec seulement Trump et Poutine. Je l'avais dit sur d'autres médias, je pense que l'objectif réel et principal de la guerre en Ukraine était la liquidation de l'Europe. Et je pense qu'on le voit, c'est un fait et c'est net, on le voit, l'Union européenne et même les nations européennes ont basculé vers une ère, je vais pas vous dire que c'est, en tout cas, je vais pas vous dire que diplomatiquement on est proche du tiers-monde, mais la voix des dirigeants européens n'existe plus. Elle ne porte plus à l'international. Alors on peut l'expliquer par des déclarations qui sont toujours plus absurdes, et vous l'avez cité, mais je pense que là, c'est très intéressant. J'avais parlé d'une fenêtre qui allait s'ouvrir. Il y a la tentative pour nos élites, et on l'a évoqué plusieurs fois avec vous, Nicolas, de nous faire basculer ou glisser vers l'Europe fédérale, même si elle n'est pas fédérale, c'est-à-dire l'Europe puissante, la puissance Europe, comme le dit souvent Macron. Mais là, en fait, on le voit, ils vont essayer, on parle d'envoyer des contingents, faire que l'Europe se réarme, toujours avec le même narratif, face aux grands méchants ennemis russes qui menacent Berlin, Paris, voilà. Et en fait, on le voit, là, il va y avoir un paradoxe, et c'est là où Trump est très intéressant, c'est qu'en fait, il concentre l'entièreté des paradoxes du système, des contradictions, et on a des dirigeants qui sont perdus. Là, vous avez parlé d'Emmanuel Macron qui fait moins de vues que Poussard qui fait moins de vues sur TikTok que Poussard sur YouTube. C'est une réalité. Là, on est dans un effondrement total du politique. Et vous avez parlé de la diplomatie. En fait, là, il ne se passe plus rien. Même il y a une incompétence crasse quand on voit que Emmanuel Macron convoque à l'Élysée des dirigeants européens avec Keir Starmer, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui fait toujours partie de l'OTAN, avec Mark Rutte, qui est on va dire le dernier vestige de l'administration néocon. Et en même temps, il ne convoque pas des grands dirigeants européens qui ont voix au chapitre. Je pense à Viktor Orban, c'est-à-dire qui pourrait apporter quand même. Il a un lien avec Trump puisqu'il était à la cérémonie d'investiture. Donc en fait, on voit des gens qui sont dans une incapacité totale, mais réellement totale, à organiser les choses au moins correctement. En fait, il aurait fait venir Orban, il y aurait eu une voix différente et il aurait présenté la chose. Nous sommes l'Union européenne, nous sommes soudés et nous allons discuter d'égal à égal, même si c'est faux, hein, avec l'Amérique de Donald Trump pour essayer de trouver une solution. Là, en fait, on voit que c'est de l'improvisation. Ils ont perdu l'appui de leur suzerain et Emmanuel Macron apparaît totalement perdu. Donc, tu es d'accord avec la formule, quand on n'est pas invité à la table des négociations, on est au menu, un peu comme Patrick Catherine, le schtroumpf bleu qui était au menu de la scène transgenre telle qu'elle avait été imaginée par les organisateurs des cérémonies d'ouverture des JO. Ça, c'est une possibilité, Marc, qu'en effet, on soit au menu, mais aussi, j'aimerais revenir maintenant avec toi, si tu le veux bien, sur les élections allemandes. Ça urge. C'est là, hein, je crois, à la fin de la semaine, qu'on aura les résultats. Et là, ça pourrait, si l'AfD est fort, on sera bien loin de l'Europe puissante. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus un hiatus entre les Anglais, les Français, et puis les Allemands d'un autre côté, qui vont être de plus en plus sur le reculoir. Quand je vois que Macron propose et que les Européens proposent un emprunt commun pour réarmer, et qu'on sait que l'Allemagne est opposée depuis des lustres à mutualiser les dettes, j'ai l'impression que c'est mal parti. Et tout à fait, je pense que c'est une très bonne remarque. Et il faut rappeler que Scholz a été mis en difficulté par un arrêt de la cour de Karlsruhe où justement il y avait une problématique sur le trop grand endettement, le trop grand rythme d'endettement de l'Allemagne. Donc d'un côté, en fait, la crise politique, elle vient aussi du fait que le peuple allemand reproche à Scholz de ne pas avoir préservé les fondamentaux de l'Allemagne puissante, c'est-à-dire de préserver l'économie, ce qui faisait la force d'une Merkel qui était quand même qui avait un agenda politique et un programme politique très particulier, notamment en termes d'immigration. C'est aussi l'un des débats
fort de cette campagne. On voit que sur le contexte allemand, il cristallise l'ensemble des problématiques amenées même par Donald Trump. On voit que la question migratoire, comme aux États-Unis, est sur le devant de la scène. Et je vais faire un petit peu ma Nathalie Loiseau pour un peu analyser l'Allemagne. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, en gros, on a trois forces. On a Scholz, qui vraisemblablement sera balayé dimanche. On a Merz, qui est Merz, qui est le conservateur, alors qui se présente comme le gagnant. Hein. Il y a eu deux débats télévisés où Merz a dit à Scholz, bon bah laissez la place. Merz, c'est un homme du passé, c'est Emmanuel Macron, c'est le président du conseil de surveillance de BlackRock de 2016 à 2020, et c'est bah, ils seront. Oui, mais il y a la bonne ingérence, Nicolas, n'oubliez jamais. Hein. Il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. Les bons et les mauvais chasseurs. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, ça c'est toujours important. On voit que les Verts sont aussi liquidés en Allemagne, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, enfin, on va voir le résultat des élections, mais on voit qu'il y a le mouvement vert qui est historiquement très puissant depuis les années 70 en Allemagne, a priori devrait connaître un net recul puisqu'il est très arriéré sur les questions fondamentales de l'énergie. Vous avez parlé avec le sabotage de Nord Stream et la question migratoire où ils sont complètement perdus. Enfin, je veux dire, par rapport au sentiment du peuple allemand qui a vécu plusieurs attaques au couteau de réfugiés et de clandestins. Et on voit que cette élection est intéressante parce qu'elle va cristalliser au sein de l'Allemagne des oppositions et des contradictions très fortes qui pourraient même, je ne veux pas dire faire exploser l'Allemagne, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, si l'AfD est... Je ne pense, ça va être quand même compliqué que l'AfD prenne le pouvoir, mais par contre, je pense qu'elle va gagner beaucoup de sièges et ça va être une force politique qui va peser dans le débat allemand. Après, on ne sait pas. En fait, en réalité, peut-être que les Allemands ont été fortement impactés par les derniers événements et par le contexte global de la guerre en Ukraine. Je défends rarement les Allemands, mais ceux qui ont le plus subi les conséquences de la guerre en Ukraine, en termes de grande puissance, c'est l'Allemagne, de manière claire et nette et précise. Donc, est-ce qu'on va devant un chamboulement total et on va voir l'alternative pour l'Allemagne arriver au pouvoir ou en tout cas au port du pouvoir? Je pense quand même qu'il y a des verrous et que des entités, notamment comme BlackRock, travaillent à, comment dire, à pousser l'allemand qui est quand même d'une tranche d'âge en moyenne proche de notre boomer français, voire pire, à rester dans un certain confort et peut-être opérer des réformes efficaces mais un peu consensuelles dans le cadre des conservateurs. L'élection en Allemagne, donc il y a eu tout le débat autour de l'ingérence de Musk. En tout cas, ça peut être le début d'une vague. Alors après, on pourrait reparler de l'AfD, hein, on pourrait reparler de l'alternative pour l'Allemagne. Il y a à boire et à manger, on va dire. Il y a des points évidemment intéressants. Moi, je pense que sur l'élection de Trump, comme je l'ai dit plusieurs fois, peut nous amener à réellement rediscuter l'Union européenne et pas rediscuter, même la détruire. Et je pense qu'une destruction de l'Union européenne serait, quoi qu'il arrive, bénéfique pour les nations européennes. C'est-à-dire, si il y a une puissance comme l'Allemagne qui bascule du côté de l'euroscepticisme, voire de la fin de l'Union européenne, ça ne peut être que favorable pour les peuples. Après, reste à savoir la réalité des rapports de force, c'est-à-dire même s'il y a un pouvoir eurosceptique qui arrive, qui veut faire un Dutch seat, je ne sais même pas comment on dit le terme pour les Allemands, je pense qu'il y aurait quand même oui, c'est pas évident. C'est pas évident, oui. Mais je pense qu'il y aurait quand même des oppositions internes. Après, je l'avais dit sur votre antenne, le patronat allemand, le patronat allemand, je ne vais pas parler du petit patronat, mais justement, l'Allemagne a un écosystème de petites, moyennes et semi-grosses entreprises qui est beaucoup plus important en France, qui a encore de l'industrie. Et en fait, avec l'élection de Trump, c'est un choix plus que cornélien. C'est de dire, si vous restez en Europe, vous mourrez. En fait, Trump leur a fait ça comme promesse. Vous restez en Europe, vous mourrez. Et si vous voulez conserver votre Dutch Qualitat, venez faire de la Dutch Qualitat aux États-Unis. Donc, en fait, l'Allemagne est devant un dilemme. C'est-à-dire, en fait, soit elle remet en place un nouveau système qui pourra peut-être
lui permettent de conserver une partie de son industrie, ou soit elle meurt. Et je pense que c'est pour ça que cette élection est très importante. Et on sait que quand le patronat allemand se met en colère, généralement, ça peut donner des choses un peu particulières. Voilà. Donc, dans l'histoire, quand le patronat allemand se met derrière certaines forces, il faut toujours un petit peu regarder ça de près, parce que ça peut vite, ça peut justement aller très vite. Voilà. Donc c'est le débat et il faut absolument regarder le contexte en Allemagne. Je sais que vous êtes très attentif sur la question, Nicolas. Et on est très pour finir aussi grâce à Oscar Freisinger, qui est notre permanent, votre prédécesseur dans les jours de la semaine, puisque c'est lui qui, le jeudi, en Suisse, en bon Suisse, eh bien, il s'intéresse autant à la situation française qu'allemande et il nous en donne des informations riches toutes les semaines. Ouais. Et donc, on va voir ce qui va se passer. BlackRock ou Musk, hein, si on résume l'ingérence en Allemagne, BlackRock ou Musk, on verra ce que dit le système allemand. Après, on sent quand même qu'il y a en tout cas une forte défiance et une réelle prise de conscience de la viabilité de l'économie allemande à long terme. Donc, je pense que les jours qui arrivent, encore une fois, vont être très intéressants. Sachant que si l'Allemagne bascule, ça va être très compliqué. Alors, on aura perdu notre suzerain américain. Quand je dis on, c'est Emmanuel Macron aura perdu le suzerain américain. Si il arrivait que l'alternative pour l'Allemagne arrive au pouvoir en Allemagne, là, Emmanuel Macron serait plus que perdu. C'est-à-dire là, il n'y aurait plus ni papa ni maman. Donc, ce serait très, très intéressant de voir la configuration politique d'un Emmanuel Macron qui n'aurait plus la capacité de parler à quelqu'un. Parce qu'en fait, derrière, c'est l'Italie, et Mélanie n'a pas une grande passion pour Emmanuel Macron. Donc, à voir ce qui va se passer. Non, on a pu constater que le côté palpeur, toucheur du personnage n'était pas pour lui plaire particulièrement. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.